Comment ils vont? 11 titres constructeurs, 12 championnats pilotes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du plus grand ingénieur de l'histoire de la F1. Il a gagné son premier championnat en 92 et son dernier en 2022. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous propose de vous pencher sur le cas d'Adrian Newey. Parce que cet homme est juste sensationnel en fait. Il n'y a pas un truc qui vous a fait tiquer dans ce que je viens de vous dire? Un premier championnat gagné en 92, le dernier en 2022. Et oui, cet ingénieur extraordinaire a commencé à gagner il y a 30 ans et continue encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler de son histoire, de son travail, et on va essayer de comprendre comment il fait pour sortir des monstres gagnants encore aujourd'hui. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour booster mon travail. Ça charbonne à fond pour te proposer des sujets qui te permettent d'en savoir plus sur l'histoire de la F1. Alors mets-moi ton plus grand pouce bleu, clique sur le bouton rouge, et profite de cette vidéo qui parle d'un homme dont tu dois tout savoir. Pour commencer, on va se faire un point sur l'histoire de Monsieur Newey. Il est né le 26 décembre 1958 à Stratford en Angleterre. Vous l'aurez compris, il est donc anglais. Son père était vétérinaire et sa mère conduisait des ambulances pendant la Seconde Guerre mondiale. On pose le décor. Le jeune Newey grandit donc dans cette famille, tout va bien, mais il va lui arriver une petite mésaventure alors qu'il est au lycée. En fait, il va se faire virer de l'établissement pour avoir monté le son beaucoup trop fort sur un mixeur pendant un concert organisé par son école, à tel point que ça aurait cassé plusieurs vitres. J'ai trouvé l'anecdote drôle. En 1980, il va avoir son diplôme d'ingénierie aéronautique à l'université de Southampton et il va directement rejoindre la F1 avec l'équipe Fittipaldi. En 81, il va rejoindre l'équipe March dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos historiques. Il va commencer comme ingénieur de piste en F2 européenne pour l'équipe, puis il va commencer à designer des voitures de course. Sa première œuvre est la March GTP, donc une voiture de GT américaine, qui va d'ailleurs remporter le titre 2 années de suite. En 84, il va rejoindre l'équipe kart de March. Attention, je ne parle pas de karting, mais bien de l'ancêtre de l'IndyCar. Il va continuer à designer des voitures tout en étant l'ingénieur de course d'un certain Bobby Rahal, avec qui il va se lier d'amitié. Retenez bien ce nom pour la suite. Et tout ça va bien fonctionner. La March 85C va gagner le championnat de kart et l'Indy 500 en 85, et ce sera à nouveau le cas en 86. Mesdames et messieurs, c'est à ce moment-là qu'Adrian Newey décide de rejoindre la F1. Il va intégrer l'équipe As-Lola à la fin de cette année, mais l'équipe quittera malheureusement le championnat en fin de saison. L'année suivante, il va rejoindre Newman Haas pour une pige comme ingénieur de Mario Andretti, puis il va être repris par March pour devenir leur ingénieur en chef. Enfin. Sa première voiture sera donc la March 881 de 88, et elle sera plutôt compétitive, surtout par rapport à ce qu'on imaginait à la base. En fait, à ce moment-là, Adrian Newey ne dispose pas d'une voiture équipée d'un turbo. La March a donc 150 chevaux de déficit, ce qui est vraiment compliqué pour gagner. Il va donc tout mettre sur l'aéro, et sur les tracés non bosselés, cette voiture, elle va être hyper performante. Il va montrer à tout le monde que l'aéro peut parfois compenser la puissance, et c'est la première fois que son talent va exploser aux yeux de tout le monde en Formule 1. En 90, il va enfin être promu directeur technique de l'écurie, mais il va se faire virer. Le truc, c'est que ça sera en fait pour le meilleur, parce que c'est Williams qui va le recruter. À l'époque, il avait d'ailleurs lâché une déclat mythique. Écoutez ça. J'ai été limogé, mais je savais que j'allais partir. Quand une équipe est gérée par un comptable, c'est le moment de bouger. Votre confiance en prend un coup, mais Williams m'avait approché. Williams donc. La suite, c'est donc Williams, et là ça va pas rigoler. Parce que cette équipe à l'époque, c'est pas celle qu'on voit de nos jours. C'est un top team qui fait des champions. Il va rejoindre Patrick Head qui en est alors le directeur technique, et à eux deux, ils vont terrifier la grille de F1. En 91, la voiture met un peu de temps à être fiable, mais à la mi-saison, elle vaut la McLaren, et seul un grand Ayrton Senna empêchera Nigel Mansell de prendre le titre. En 92, l'histoire sera différente pour l'équipe anglaise, puisque cette voiture sera un monstre de domination, et permettra donc à Newey de prendre ses premiers titres pilote et constructeur haut la main. 9 victoires en 16 Grands Prix pour Mansell, 10 en tout, bref une domination digne des grandes années Ferrari. Quoi? Quid de 93? Eh ben rebelote, avec Alain Prost cette fois. Dans le même style, la dominance. Encore 10 victoires sur 16 pour l'équipe anglaise qui atomise la concurrence une nouvelle fois. A savoir que cette voiture disposait d'aides électroniques assez avancées, ce qui lui donnait un avantage conséquent sur la concurrence. Autant vous dire que Prost a bien fait de sortir de sa retraite cette année-là. 94 va être une saison très complexe pour l'équipe et Adrian Newey, puisque la voiture ne répond pas aux attentes dès le début de saison. La FIA a banni les aides électroniques et l'équipe a du mal à matcher la Benetton à tous les niveaux. Michael Schumacher domine les premières courses et un drame va toucher l'équipe à Imola. Vous connaissez l'histoire, Ayrton Senna va décéder pendant la course au volant de la Williams, accident qui choquera le monde entier. Le Brésilien avait quitté McLaren pour Williams à la mi-saison, dans l'espoir de profiter de sa marge de performance. Terrible moment donc pour l'équipe, et bien entendu Adrian Newey. Cette année-là, Williams va arriver à se battre pour le titre avec Damon Hill grâce à une bonne fin de saison et un ban de 2 courses de Schumacher, gagnera un 3e titre consécutif malgré tout, mais échouera à un petit point chez les pilotes. Malheureusement, l'accident de Senna aura laissé des traces, et c'est à ce moment-là que Newey et Williams vont commencer à moins bien s'entendre. En fait, il fait partie des accusés d'homicide involontaire dans cette affaire, et ça va énormément le marquer. Tu m'étonnes que c'est dur. 95 va être une année compliquée puisque l'équipe est battue par Benetton dans les 2 championnats, mais Adrian Newey est frustré. Il mérite une place de directeur technique, mais Patrick Head étant associé chez Williams, la place est prise et il ne s'y voit plus d'avenir. Les relations vont se tendre et les 2 titres gagnés en 96 avec Villeneuve et Hill n'y changeront rien. Adrian Newey va être mis à l'écart en partance pour McLaren. Je vous donne les chiffres de sa carrière chez Williams. 59 victoires, 78 pole positions, 60 meilleurs tours en course, 4 titres constructeurs,
plus celui de 97 car on peut considérer que c'est lui qui a designé la voiture. Ajoutez à ça 3 titres pilotes, plus celui de 97 donc. Tout ça fait 9 titres en tout avec cette écurie. Pas mal non? En 97, Adrian Newey arrive chez McLaren en vainqueur sortant, mais il va vite se rendre compte qu'il ne pourra rien faire sur la voiture de cette saison. Le bolide n'est pas bien né et ne peut pas faire mieux que 4ème force du plateau. Il va donc faire son max pour la développer, mais son énergie sera toujours tournée vers 98. Ses efforts vont être encouragés par une victoire de Mika Häkkinen au dernier Grand Prix de la saison, et croyez-le ou non, mais au début de la saison 98, la McLaren MP413 est la voiture à battre. Ses concurrents se rendent vite compte qu'il a été le meilleur dans l'adaptation à la nouvelle réglementation. Les voitures sont plus étroites et utilisent des pneus rainurés notamment. Quand au premier Grand Prix de la saison, tout le peloton se prend un tour sauf les deux McLaren, je pense qu'on a bien compris l'ampleur des dégâts. Imaginez juste le délire 2 minutes. Ça vous fait relativiser la domination de Red Bull, hein. Le design de Newey était de loin le plus efficace, le moteur Mercedes le plus puissant. Bref, ça a fait des étincelles. Il faut quand même savoir que cette équipe utilisait un système de frein très particulier qui permettait aux pilotes d'utiliser les freins de manière indépendante. Un truc de ouf qui a fait rager la concurrence, qui a d'ailleurs réussi à faire bannir le système. Au final, Ferrari a fini par revenir, mais McLaren et Newey ont pris les 2 championnats. La saison 99 sera un peu spéciale avec une voiture toujours aussi performante mais beaucoup plus proche de la Ferrari. D'ailleurs, c'est la Scuderia qui gagnera le titre constructeur cette année-là. La voiture fonctionne bien. Mika Häkkinen se bat avec Schumacher, mais celui-ci va avoir un terrible accident à Silverstone qui va le tenir hors des circuits pendant 6 grands prix. Le Finlandais va donc prendre son 2e titre consécutif, au nez et à la barbe d'Eddie Irvine. Je vous parle ici de 2 petits points. En 2000, ils vont passer très proche de gagner le titre à nouveau, mais la domination de Ferrari et Schumacher va commencer. L'année suivante, il va y avoir un petit hic les gars, puisqu'au printemps, Newey va signer un contrat avec Jaguar qui est managé à l'époque par quelqu'un dont je vous ai dit de retenir le nom tout à l'heure, Bobby Rahal, son pote de l'époque du kart. Le truc c'est que malgré sa signature, le deal ne va pas se faire à cause de Ron Dennis, qui parvient à convaincre Newey de rester. On a d'ailleurs appris plus tard que le deal avait capoté à cause de la fragilité de la position de Rahal, qui a d'ailleurs été viré quelques mois plus tard. Newey est donc resté, mais pendant les années qui ont suivi, il y a eu des rumeurs constantes qui disaient qu'il souhaitait partir. On parlait de Williams ou d'une retraite, mais c'est à peu près tout. En 2004 et 2005, les rumeurs étaient hyper fortes. Ron Dennis n'arrêtait pas de nier. Il a même annoncé une prolongation de 6 mois en avril 2005 en affirmant que Newey quitterait le sport à la fin de son engagement. En juillet, il va même annoncer qu'il resterait jusqu'en 2006. Mais le 8 novembre de la même année, c'est Red Bull Racing qui va annoncer son arrivée. Coup de tonnerre, le génie anglais rejoint donc les Autrichiens. Bon alors Red Bull en 2006, c'est pas ce que vous connaissez aujourd'hui. L'équipe a racheté l'écurie Jaguar dont je parlais tout à l'heure. Ils sortent d'une saison où ils finissent P7. On est loin de ce qu'on vit de nos jours. En 2006, Newey n'a pas d'impact sur la voiture. Le début de saison est compliqué malgré une 3ème place à Monaco. La saison est difficile et cette voiture ne leur permettra pas d'améliorer leur place au championnat. Pour info, cette voiture a été motorisée par Ferrari et c'est important puisqu'à partir de 2007, c'est Renault qui va prendre le relais. En fait, cette année-là, ils ont transféré le contrat avec la Scuderia chez Toro Rosso pour pouvoir prendre le moteur Renault. Et devinez quoi, cette voiture, elle va être plutôt rapide, mais assez peu fiable. P5 au championnat alors que chaque pilote de l'équipe a fait 7 DNF. Bon, ils sont aidés par la disqualification de McLaren, mais ça veut dire ce que ça veut dire. 5ème force du plateau pour la voiture d'Adrian Newey, donc ce qui était l'objectif de la direction. 2008 a été une saison vraiment compliquée pour Red Bull si vous vous rappelez bien, parce que ça a super bien commencé, il y a eu des points et un podium à Montréal, mais ça a mal fini. En fait, ils sont passés de se battre pour P4 à finir P7 derrière Toro Rosso. Cherchez l'erreur. Mais est-ce que c'était pas pour le mieux au final? Parce que qu'est-ce qui arrive en 2009? Une nouvelle réglementation. Et oui, la spécialité d'Adrian Newey. En 2009, la hiérarchie est totalement bouleversée avec Brown GP devant Red Bull. En vrai, stupeur totale de voir des doublés Red Bull avec Vettel devant Weber, des victoires, et une P2 au championnat pas si loin des champions du monde. Je sais pas si vous vous rappelez de cette époque, mais moi perso, j'étais en hallucination devant cette saison. Les grandes écuries étaient à la rue complet, on a vu des pôles de Force India, Toyota, c'était le monde à l'envers. Après, il faut dire que cette réglementation était quand même intense. Bon, je vais pas vous faire mariner longtemps parce que je sais que vous attendez qu'une chose, c'est que je parle de ça. Sébastien Vettel, Red Bull, Adrian Newey. Je sais. Mais commençons par le commencement. En 2010, Adrian Newey nous sort un bijou. La voiture la plus complète sur la grille qui s'adapte à tous les circuits, mais qui manque de fiabilité et dont les pilotes font des petites erreurs. Toute l'année, ils se battent avec ce diable de Fernando Alonso et au Grand Prix du Brésil, consécration. Red Bull remporte son premier titre constructeur et Adrian Newey devient le premier ingénieur de l'histoire à remporter le championnat avec 3 équipes différentes. À Abu Dhabi, pour ma plus grande souffrance personnelle, Vettel va remporter le titre. Apogée total pour cette équipe et Monsieur Newey. La voiture de Milan, ça va être encore pire puisque c'était une des plus dominantes. Le truc, c'est un TGV, elle a un appui terrible, en qualif elle est imprenable et ça paraît limite trop facile. 18 pôles sur 19 les gars. 12 victoires, un enfer pour la concurrence. Bref, champion du monde avec 150 points d'avance. Vous le savez, en 2012, rebelote, mais avec bien plus de difficultés. Et oui, malgré que sa voiture ne soit que la 3ème sur la grille, Fernando va se battre jusqu'au bout, mais malheureusement, il est bien seul. Championnat numéro 3 pour Red Bull, idem pour Sébastien Vettel, et même chose pour Monsieur Newey. Enfin, en 2013, après un début de saison plus challengeant pour les Bleus, la suite du championnat va aller dans leur sens avec 9 victoires consécutives de Vettel, et bien sûr le titre mondial. Imaginez l'enfer du truc. 9 d'affilée, les gars. Je m'en souviens très bien, et j'étais pas bien. À la suite de cette folle série, le designer fou va étendre son contrat chez Red Bull, même s'il va prendre un peu de recul et s'impliquer sur plus de projets. Et va arriver l'ère hybride,
plus communément appelée l'ère Mercedes. Parce que vous vous souvenez peut-être, mais en 2014 commence une nouvelle réglementation moteur. Et c'est là qu'est la subtilité. Parce que ce changement, il veut tout simplement dire qu'on entre dans une ère de moteur. C'est donc celui qui a le meilleur moteur qui est devant, grossièrement. On le sait, Mercedes avait parfaitement préparé cette transition et a pris les devants au niveau sportif, ce qui forcément a mis toute la concurrence en retrait. Adrian Newey l'a dit à plusieurs reprises, ces voitures étaient moches sur cette période, ils ne pouvaient pas s'exprimer comme avant, tout simplement parce que l'aéro avait moins d'importance. Alors attention, ils ont gagné des courses, à peu près chaque année d'ailleurs en dehors de 2015, mais jamais ils ne se sont battus pour un championnat avant 2021. Rappelez-vous, il s'agissait d'une ère où les moteurs n'étaient pas vraiment égaux. Le Mercedes dominait le Ferrari et le Renault, le Honda était loin du compte jusqu'à 2019, bref, sur cette période-là, le génie était muselé. Jusqu'à 2022. Et là, je crois que vous savez de quoi je vais vous parler. Auréolés d'un titre pilote acquis avec beaucoup de réussite en 2021, ils vont parfaitement débarquer en 2022 sur le terrain de jeu préféré d'Adrian Newey, un changement de réglementation technique focalisé sur l'aéro. Les voitures vont adopter l'effet de sol, il y a une refonte totale de tout ce qu'on sait dans ce secteur, bref, que le meilleur gagne. Et c'est ce qui s'est passé. Le génie anglais a été le seul à anticiper le marsouinage, il a eu la vista d'installer une suspension attirant pour gérer le flux d'air au mieux, et que dire de ses pontons? Une révolution totale, fruit du travail de l'homme qui a toujours un coup d'avance. Alors on a cru que la Ferrari arrivera à concurrencer ce monstre bleu, mais niet en fait. La Red Bull en début de saison, elle manquait d'ajustement niveau fiabilité, et surtout elle avait 20 kg de trop. Vous l'avez vu comme moi, dès que cette voiture a maigri, ça a été relativement simple pour eux. Aux USA, ils sont sacrés champions du monde pour la 5e fois de leur histoire. Titre numéro 11 pour Adrian Newey. Je vous l'ai dit, je compte 97. En vrai, c'est complètement fou. Imaginez la dalle qu'il faut pour sortir ce genre de voiture aussi performante sur autant de temps et d'air techniques différentes. Honnêtement, moi-même, je tourne cette vidéo et ça me fait vriller. Le pire, c'est qu'en 2023, le gars nous a limite sorti son chef-d'œuvre absolu. Lewis Hamilton a dit qu'il n'avait jamais vu de voiture aussi rapide. Alors je sais que j'utilise beaucoup de superlatifs dans cette dernière partie, mais comment voulez-vous faire autrement? Le pire, c'est que le mec ne bosse pas à temps plein. Horner l'a expliqué en début de saison, il n'est là que la moitié du temps. D'ailleurs, le directeur technique, c'est Pierre Vacher, que vous connaissez sûrement. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vous raconter l'histoire de cet homme qui a traversé les âges de la F1 depuis les années 90 en gagnant tout le temps. En fait, ça me fascine de voir que la motivation de ce genre de personnes ne s'éteint jamais et qu'ils arrivent toujours à se surpasser pour sortir des merveilles. Bref, au final, si je devais résumer la F1, je crois que je dirais que c'est une catégorie de sport automobile dans laquelle 20 pilotes s'affrontent et dont l'écurie gagnante est toujours celle pour laquelle bosse Adrian Newey. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet incroyable personnage. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!